Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une énorme vidéo sur Ethereum. C'est probablement la vidéo la plus importante que j'ai jamais tournée sur ma chaîne pour une raison simple, c'est que je vais aborder des fondamentaux et je vais aborder de l'analyse technique. Et tout ça, je vais te le vulgariser. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce qu'en fait, je lis trop de conneries de partout sur Internet, et sur Twitter, et sur Internet, et j'ai vraiment envie de remettre l'église au centre du village parce que l'objectif de ma chaîne, c'est d'essayer de vous apporter en fait des informations pour que vous compreniez précisément ce qui se passe. Et on va répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'Ethereum est obsolète? Je l'entends de partout, ok. Est-ce qu'Ethereum, les utilisateurs le délaissent pour partir sur d'autres protocoles et sur d'autres blockchains? Ça aussi, on va y répondre. Est-ce qu'Ethereum redevient inflationniste parce que justement, il est délaissé? Ok, et on va répondre aussi à cette question, est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué? Et on va vraiment d'abord commencer par les fondamentaux, et ensuite on va terminer par l'analyse technique en rentrant dans le détail de la charte pour regarder un petit peu ce qui se passe sur son prix et les niveaux à surveiller et ce qui se passe précisément sur Ethereum, d'accord? Donc c'est une énorme vidéo, si tu aimes le contenu, mets un pouce, abonne-toi, ça m'invite en fait à essayer de te proposer d'autres contenus, et si cette vidéo sur les fondamentaux te plaît, eh bien dis-le moi dans les commentaires et je t'en ferai d'autres, d'accord? Parce que c'est pas inintéressant, je vais vulgariser tout ça pour que tu comprennes un maximum de choses. On va d'abord commencer par une chose simple. Est-ce qu'Ethereum redevient inflationniste? Et pourquoi il redevient inflationniste? Est-ce qu'il devient inflationniste parce que les gens se délaissent, en fait, délaissent cette blockchain? Donc pour répondre à cette question, on va d'abord regarder ce site. Donc c'est Ultrasound Money ici, et on va regarder ce qui se passe sur les datas qu'on a là. Ce que tu vois ici, c'est la mise à jour du protocole, donc de la blockchain Ethereum, en octobre 2022, The Merge, qui a passé en fait le protocole en Proof of Work à Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on ne mine plus de l'Ether pour le sécuriser, on le stack. Et dans ce protocole-là, ils ont introduit en fait ce qu'on appelle du burn lors de transactions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une transaction qui s'effectue sur le layer 1, donc la chaîne principale d'Ethereum, on brûle une certaine quantité d'Ethereum. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, ça rendait Ethereum déflationniste et ça permettait au prix de s'apprécier. Parce que déflationniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enlèves en fait, en réalité, tu prends des tokens et tu les envoies sur une adresse morte. C'est des tokens qui sont plus disponibles et ça permet en fait de réduire le nombre de jetons disponibles et donc de réduire l'offre. Et dans un rapport de force entre l'offre et la demande, si l'offre diminue, eh bien ça exerce une pression plutôt acheteuse. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on peut se rendre compte ici, c'est qu'au point le plus bas, on avait quasiment supprimé 450 000 Ethers. C'est énorme, 450 000 Ethers. Si tu compares ça et que tu le multiplies au prix, je pense qu'on parle de centaines de millions. Je pense qu'on est sur ce ordre de chiffre. Donc c'était quelque chose d'extrêmement positif, d'accord? Et on voit qu'à partir d'avril 2024, on a un Ether qui redevient inflationniste. Et ça, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a plus de volatilité? Est-ce que c'est parce que les utilisateurs ont quitté Ethereum pour partir sur autre chose? Est-ce que les gens délaissent Ethereum? Pourquoi d'un coup on a un retour de l'inflation et qu'on revient quasiment inflationniste? Eh bien, je vais te surprendre, mais en fait, c'est une volonté de la part des développeurs. C'est un choix qu'ils ont fait. Donc en fait, quand j'entends dire Ethereum devient inflationniste parce qu'en fait les gens ont fui le protocole, c'est faux et je vais te le montrer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette inflation, elle a redémarré en avril 2024. Et pour comprendre ce qui se passe, on va sortir d'autres datas. L'introduction de ce qu'ils appellent les blobs. Alors, les blobs, je vais t'expliquer ce que c'est de façon très simple. Ici, tu remarques qu'on a des datas qui s'appellent le Pronet Blob Storage Size, ce qui nous permet de savoir le nombre de blobs qui ont été qui ont été développés, qui ont été utilisés sur la blockchain Ethereum dans le but de la rendre scalable. Mais je vais rentrer dans le détail. Ce que tu peux regarder, c'est qu'ils ont commencé à être utilisés en avril, quasiment en avril 2024. Hein, avril 2024, ici en bas. Bah, si on regarde au niveau de l'inflation, précisément à ce moment-là qu'on a commencé à voir le retour de l'inflation sur Ethereum. Donc il y a une corrélation directe entre les blobs et l'inflation sur Ethereum. Donc c'est une volonté d'introduire cette nouveauté-là sur Ethereum pour la rendre scalable. Pourquoi le retour de l'inflation? Je vais t'expliquer ça simple. Les blobs ont été introduits pour permettre au layer 2 en fait, d'effectuer des transactions qui seraient off-chain. Alors qu'avant, toutes les transactions étaient effectuées en fait, sur le layer 1, sur la blockchain principale. Un blob, c'est quoi? C'est comme une poche, c'est comme une enveloppe, d'accord, qui sera off-chain, en fait, qui ne sera pas effectuée sur la blockchain principale, qui sera temporaire, c'est-à-dire que ces transactions-là ne sont pas faites sur la blockchain principale, elles sont faites ailleurs, d'accord, ce qui permet d'éviter une tension sur la blockchain principale, et effectuer beaucoup plus de transactions, et pour la rendre de plus en plus scalable, d'accord. Ces transactions sont donc faites à travers les layers 2, d'accord. Et le truc, c'est que ces blobs une fois qu'ils ont été utilisés, ils peuvent se supprimer.
Et c'est ce que tu vois ici, le storage, c'est les blobs qui ont été créés et supprimés. C'est pour ça que ça monte, ça redescend, etc. Parce qu'en fait, une fois que les transactions sont effectuées dans cette poche-là, elles sont supprimées, elles sont delete, si je puis dire. Donc ça permet d'alléger en fait la blockchain principale et ça introduit cette nouveauté qui permet en fait d'avoir beaucoup plus de transactions, de nourrir tous les layer 2, d'accord, pour avoir en fait beaucoup plus de transactions qui passent quand même malgré tout par la blockchain principale, d'accord. Il y a une partie de ces choses-là qui passent par le réseau principal pour les noter, etc. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand tu utilises ces poches et que tu passes pas par la blockchain principale, eh bien en fait, la blockchain principale ne burn plus puisque les transactions sont plus faites sur la chaîne principale. Elles sont faites à travers les layers 2. Donc en fait, en passant par les layers 2, eh bien c'est normal en fait qu'on ait plus de burn sur la chaîne principale parce que toutes les transactions en fait qui sont faites à travers les blobs ne sont plus faites sur la chaîne principale. Et ça, faut bien le comprendre. C'est uniquement pour cette raison en fait que l'inflation est de retour sur Ethereum. Mais c'est absolument pas parce que on a une blockchain qui est délaissée. C'est le contraire. Parce que si tu regardes le all-time blob storage size, depuis l'ouverture des blobs en avril 2024, on a quelque chose de croissant. Et donc plus les blobs sont utilisés, et plus l'utilisation d'Ethereum est en hausse. Donc en fait, Ethereum, contrairement à ce que je lis de partout, son utilisation n'est absolument pas en baisse. Elle est en hausse. Et l'inflation est en hausse parce que les blobs sont là, en fait, justement, pour permettre cette adoption du réseau Ethereum à travers des layers 2, pour le rendre beaucoup plus accessible à travers des frais de transaction qui sont beaucoup plus bas, beaucoup plus rapides, d'accord, et à travers des layers 2. Alors, effectivement, ça a cet effet néfaste, en fait, de créer de l'inflation. Mais c'était un besoin qu'ils ont jugé utile, alors ça, on peut en discuter, de manière à démocratiser, en fait, la blockchain Ethereum pour la rendre compétitive. Sur les marchés par rapport à Solana qui propose des frais de transaction extrêmement bas mais avec une blockchain extrêmement centralisée qui peut tomber en panne, etc. Donc il faut bien comprendre qu'ici l'inflation de retour sur Ethereum n'est pas due au fait qu'on ait une réduction de l'utilisation d'Ethereum, c'est le contraire. En fait, on a une utilisation croissante sur Ethereum parce que les datas ne mentent pas. On les voit ici, plus de blobs utilisés et donc plus de transactions sur la blockchain Ethereum. Le problème des blobs, c'est que automatiquement, ces frais de transaction, si toutes ces transactions avaient été effectuées sur la blockchain principale, on aurait en fait un Ether qui serait toujours déflationniste. Il serait descendu encore beaucoup plus bas. D'accord. Et donc ça, effectivement, ça joue aussi effectivement sur le prix en fait d'Ethereum et sur son supply. Mais en tout cas, c'est absolument pas dû à un manque d'activité sur le réseau Ethereum. Il faut bien comprendre que les blobs sont complètement responsables de ça. Donc déjà, on peut répondre à une question, on peut même répondre à toutes les questions en fait. Le retour de l'inflation, c'est principalement dû au blob et c'est absolument pas dû à une diminution de l'utilisation. Au contraire, je dirais qu'on est sur une adoption qui est croissante, qui s'accélère avec de plus en plus d'utilisateurs qui sont sur Ethereum. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Du coup, est-ce qu'Ethereum est obsolète? Absolument pas. Puisque les mecs, ils ont justement introduit des nouvelles technologies pour la rendre scalable à travers les layers 2. C'est discutable, ils vont probablement rajouter des mises à jour pour essayer de valoriser le token principal, etc. Mais en aucun cas, Ethereum est obsolète. Ethereum, c'est toujours le protocole le plus utilisé, le plus décentralisé. Okay. Donc on est toujours sur une crypto-monnaie ici qui est majeure dans l'écosystème et les meilleurs architectes et les meilleurs ingénieurs blockchain travaillent aujourd'hui sur Ethereum. Ok, faut le savoir. Alors il y a une concurrence qui est féroce, on peut en discuter. Hein. Je suis pas Ethereum Maxi ou quoi que ce soit, hein. Mais aujourd'hui on peut pas dire qu'Ethereum est abandonné, qu'Ethereum ne sert plus à rien ou qu'Ethereum est obsolète, parce qu'en fait factuellement c'est tout le contraire. Il continue de se mettre à jour, il continue d'améliorer le protocole et on a de plus en plus de personnes qui utilisent Ethereum. Donc ça répond quasiment en fait à beaucoup de questions. Okay. Maintenant, tu sais ce que c'est les blobs, tu sais pourquoi Ethereum devient inflationniste, et tu sais que pas l'adoption, mais on a une croissance constante sur le réseau Ethereum. Donc au moins, tu es au courant de ça. Deuxième chose, alors on va commencer, pareil, on peut parler des métriques sur les ETF qui sont toujours croissantes. Là aussi, on a eu des liquidations qui étaient extraordinaires. Je veux dire, personne ne pouvait les voir venir. Moi, le premier, hein, honnêtement, les $2000, je savais qu'il y avait des poches, je ne pensais pas qu'on allait les chercher. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on a relevé une hausse des rentrées, enfin un net flow positif lors des liquidations sur Ethereum, des inflows positifs sur les ETF. Ce qui n'était pas le cas de Bitcoin. Je crois que Bitcoin était à moins 200 millions, alors que sur Ether, on a eu, je crois, plus de 80 millions. Donc en fait, on a eu probablement des personnes je ne sais pas si on peut parler d'institutionnels ou de particuliers, qui ont acheté de l'Ether lors de ce pic de volatilité
et de liquidation sur Ethereum. Et les datas concernant les ETF sont toujours croissantes. C'est-à-dire, on n'a pas des gens qui vendent en masse leurs Ethers. On a quelque chose de croissant. Donc là encore, est-ce qu'on n'a pas de demande? Non, on a de la demande sur Ethereum à travers les ETF. Peut-être pas énormément, mais on a quand même une demande qui se compte en centaines de millions très régulièrement, tous les mois. Donc on ne peut pas dire qu'on a des net flows négatifs. Si j'avais du net flow négatif, je serais le premier à vous le dire. Ça ne me dérange pas en fait, si vous voulez. Si je voyais des gens qui commençaient à vendre leurs Ethers et que ça sentait trop la merde, je vous le dirais, mais absolument pas le cas là pour le moment. On a des inflows en fait, parce que les prix sont intéressants, tout simplement, d'accord? Donc ici on le voit, on a quelque chose de croissant, on a plutôt quelque chose de croissant aussi au-dessus des zéros. Et si je prends le net flow positif négatif, on est sur quelque chose de positif. Alors, on n'a pas encore les datas à jour ici, d'accord? Donc il faut vous prendre aussi ça en compte, d'accord? Également, pour terminer la partie fonda, une dernière chose, tout est une question de narrative, ok? On va pas se mentir, sur ce cycle, on n'a pas de narrative autour d'Ether. Ok, sur Solana, on a les mêmes coins, c'est pour ça que Trump a sorti son token dessus, etc. Sur les derniers cycles, on a eu les NFT, on a eu la DeFi, c'était quand même Ethereum, on a eu tout ça en fait. Donc d'abord, il y avait la première halte, c'était Ethereum avec les smart contracts en 2017. Ensuite, on a eu les NFT et la DeFi en 2021. Et pour le moment, en fait, tout ça fonctionne déjà. Et il n'y a pas cette petite nouveauté qui fait que, tiens, on va parler d'Ethereum. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver, d'accord? Ça peut arriver à travers des annonces qu'on pourrait avoir dans les prochains jours, prochains mois, peut-être une nouvelle mise à jour, etc. D'accord? Et pour l'instant, en fait, si Ether n'est pas valorisé à sa juste valeur, c'est simplement parce que les narratifs sont ailleurs, l'intelligence artificielle, les mêmes coins, etc. Donc ça, il faut vraiment savoir que les narratifs, vous savez, c'est quelque chose qui change. Demain, il y a un truc énorme qui sort sur Ethereum, au même titre que sur XRP, on avait les procès, les trucs, et c'est bon, on vient, on peut casser des niveaux et on part chercher des paraboles. Donc il faut vraiment comprendre que sur ce marché-là, c'est les narratifs qui font le marché, et pour le moment, en fait, Ethereum n'est pas obsolète, il y a de la croissance, c'est une blockchain qui est extrêmement décentralisée et qui est à la pointe de la technologie dans le domaine de la blockchain, mais il n'y a pas de narrative. Voilà, il n'y a pas de narrative. C'est tout le problème. C'est tout le problème de la valorisation du jeton. On n'en parle pas, il n'y a pas de com autour de ça, alors que pourtant, d'un point de vue technologique, on est sur quelque chose qui est quand même à la pointe. Ok. Donc maintenant, on va passer justement sur une dernière chose. Ça vous fait du bien peut-être de voir un petit peu tout ce qu'on peut aborder aujourd'hui d'un point de vue fonda, parce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même intéressantes. Eric Trump, donc le fils de Donald Trump, a tweeté, donc c'était avant-hier, il a tweeté dans la soirée: In my opinion, it's a great time to add ETH. Donc ça veut dire en gros que selon lui, c'est le bon moment pour lui d'acheter de l'Ethereum. Okay, donc ça, c'est ce qu'il a écrit sur Twitter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eric Trump, il est à la tête du World Liberty Financial de Trump, qu'ils ont acheté pour 250 millions d'Ether, et que pour une raison qu'on ignore, il a posté ça. Alors, en plus, il a posté ça sous 3 messages. Il a d'abord posté ça en disant: vous me remercierez plus tard, comme s'il était au courant finalement d'une nouvelle. Puis ensuite, il a modifié son message, peut-être pour pas que ça passe pour du délit d'initié, je sais pas trop. Mais en tout cas, il a laissé son message. Alors, le gars a acheté de l'Ether autour des 3300 $, donc ils sont en perte dessus. Peu de chances qu'ils le vendent à 2800 ici. Donc, soit il veut faire pump le token pour sortir, ce qui me paraît délirant quand tu as acheté 250 millions, c'est que tu sais quand même ce que tu fais. Soit le mec est au courant de quelque chose. Je sais pas, on peut spéculer sur plein de choses, mais il est probablement au courant de quelque chose qui pourrait peut-être sortir dans les prochains jours. Ça, c'est de la spéculation. Et ça ferait partie des fameuses narratives sur lesquelles Ethereum pourrait justement reprendre un petit peu l'avantage. Donc, d'un point de vue fonda, on va repasser sur la technique. Comprends bien que d'un point de vue fonda, j'ai pas envie de FUD en fait. J'ai pas envie de jouer le jeu de tous ceux qui te disent que c'est obsolète, ça sert à rien, c'est pourri, personne n'est dessus, parce qu'en fait les datas montrent le contraire, tout simplement. Ok. Maintenant, on va aborder la question technique. Donc là, vous voyez, deuxième partie de la vidéo. Donc cette vidéo sera longue, je préfère te prévenir. Donc déjà, on va repartir de la dernière analyse technique qu'on avait faite la dernière fois. Donc on était dans un magnifique bull flag. Donc je vais te le redessiner. Ok. Donc on avait dessiné ce triangle sur lequel on était. On avait également une petite compression qui se faisait sur ces niveaux-là. On savait qu'on allait avoir un mouvement d'explosion et une grosse volatilité. On a eu une espèce de fake out en fait. On a essayé de casser ici. Alors, on était vraiment dans une contraction, hein, ça on l'avait vu ensemble. Et ensuite, on va aller parler des niveaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui. On avait vraiment cette contraction. On faisait des plus hauts, des plus bas qui diminuaient. Donc, on avait vraiment quelque chose qui se contractait. On le voit comme ça avec une volatilité qui se contractait au sein
du bull flag. On a résolu à la baisse parce qu'on a eu des news macroéconomiques qui étaient vraiment pourris, enfin le coût des tarifs, des contre-tarifs, et ça c'est très souvent le cas. Quand on arrive au bout d'une contraction, très souvent il suffit d'une news. Si c'est une bonne nouvelle, vous avez une explosion à la hausse en fait. Si vous avez une mauvaise nouvelle, ça va être une explosion à la baisse et beaucoup de volatilité. Cette contraction-là, ben, elle s'est faite à ce moment-là précisément. C'était impossible de prévoir qu'on allait chercher des liquidations aussi profondément, d'accord. Moi, encore une fois, j'étais plutôt haussier sur ce type de setup. Mais l'analyse technique étant ce qu'elle est, quand il y a des news macroéconomiques qui sortent le samedi et que vous avez les présidents du monde entier qui décident de se déclarer une guerre économique, ça, vous n'avez pas forcément la main dessus, donc il faut accepter ça. On a cassé le triangle par le bas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on a une bonne réaction, ok. Et qu'en est-il en fait des structures? Est-ce qu'on est toujours sur des structures haussières ou pas ici sur Ethereum, d'accord? Donc là, je vais enlever les droites que j'ai tracées là. On va prendre un petit peu de recul pour que cette analyse technique, vous puissiez encore vous en servir dans quelques temps. Déjà, première chose extrêmement, extrêmement positive pour le moment, c'est que cette mèche-là, ok, nous montre que sur ces niveaux-là, on a eu un énorme intérêt. Mais ça, on le savait déjà en fait, hein. Je vais vous montrer ça après. On sait que sur ces niveaux-là, on avait des intérêts qui étaient colossaux. Ok, on avait des longs qui étaient placés là depuis des mois en fait en réalité, hein. Depuis ces niveaux-là, depuis novembre, on avait des centaines de millions ici de stops qui étaient de liquidation qui s'étaient accumulés. Voir une mèche comme ça qui arrive en partie à ravaler tout ça, bon, on l'a fait quasiment sur toutes les altcoins, ok. C'est plutôt bon signe. Si on s'était arrêté sur ces niveaux-là, ça aurait pas été une excellente nouvelle. Maintenant, on va pas se mentir. Donc, le scénario de l'épaule, tête-épaule, je pense qu'elle s'écarte un petit peu, hein. Il faudrait vraiment qu'on puisse. Alors, pour information, je vais dézoomer un petit peu. Je vais vous mettre ça comme ça. On était vraiment dans cette configuration. Il fallait maintenir en fait ce creux plus bas, plus haut, pour qu'on ait vraiment de cette structure en forme d'épaule, tête, épaule, de manière à retourner cette dynamique. Ok. Pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, je peux déjà enlever ça, hein. On peut se situer vraiment sur ce niveau de prix. Donc là, je vais vous tracer. La nouvelle donne, c'est celle-ci, c'est un range en fait. Donc c'est un range durant lequel on a un Ether qui va osciller entre ces deux bornes. Et tant qu'on est dans ces deux bornes, on considère qu'on est sur une consolidation ou quelque chose de. On n'est plus sur quelque chose d'haussier, vous voyez, on est plutôt sur quelque chose qui consolide, d'accord. On ne doit absolument pas repasser en fait sous les niveaux de prix qui se situent là à mon sens, ok. Sinon oui, on vient chercher le bas du range, mais si on veut conserver une dynamique haussière au sein de cette énorme structure, donc ce range, hein, donc la borne basse, la borne haute, à savoir que sur ces niveaux-là, donc on a eu des ETF qui ont été validés, donc on a des prix qui peuvent être défendus par certaines institutions. Donc il faut savoir qu'autour des $2000, c'est un excellent prix sur Ethereum. Donc je pense vraiment que cette zone d'accumulation qu'on a eue durant des semaines est une zone qu'il faut défendre si on veut essayer de tout de suite reprendre une dynamique haussière sur Ethereum. Ok. Si on commence à pas tenir les niveaux actuels et qu'on continue en fait cette dynamique qui serait baissière pour revenir gagner le range, alors il y a toutes les raisons du monde en fait de revenir visiter le bas du range, ok. On ne devra absolument pas, en revanche, on ne devra absolument pas passer sous les $2000. Pour moi, je préfère vous le dire, c'est rideau, hein. Si on casse ce niveau-là, pour moi, il n'y a plus aucune dynamique sur Ether, ok. On est très très loin de ça, ok. Ce qui est très encourageant, c'est qu'on a ravalé une partie de la baisse, on est venu se poser au-dessus, donc ce qu'on appelle un Wyckoff, hein. On est revenu chercher le haut du range ici et on est venu se poser dessus et on semble essayer de consolider sur ces niveaux-là. Ok. Et on commence à retrouver en daily des zones qui se rapprochent des zones de survente. Et je vous l'ai déjà dit, les zones de survente sur le RSI en daily sur Ethereum sont des zones qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue spéculatif. Ok. Très souvent, on a tendance après à revenir chercher des zones de surachat et en général, on a des gains qui sont plutôt conséquents en fait. Si on achète des zones de survente, qu'on les revend derrière en zone de surachat, en daily, c'est toujours des bonnes opportunités, d'accord. Donc pour l'instant, on se rapproche de cette zone, on n'y est pas encore, ok. Donc on serait sur de la peur, hein, de la capitulation ou carrément ouais, de la peur, hein. Niveau de survente en daily sont des niveaux proches de la peur, d'accord. Donc pour le moment, petite chose positive, c'est que tant qu'on maintient ces creux ascendants, ok, au sein de cette dynamique-là, donc on pourrait même tracer en fait cette droite-là.
Pour moi, on est toujours sur quelque chose d'haussier. Voilà, maintenant je tempère. Ces structures-là sont toujours haussières, ok? Maintenant, si on commence vraiment à consolider là, n'arrive pas à récupérer les niveaux qu'on a perdus et qu'on commence à enfoncer plus bas, je vais commencer à être un petit peu baissier parce que revenir chercher le bas du range serait quelque chose de plutôt mauvais. Mais encore une fois, on n'est pas dans ce scénario-là. On a une très belle réaction et on est vraiment en train de consolider en fait autour des 2800 $. La chose à faire aujourd'hui, ce qui serait extrêmement boule en fait d'un point de vue spéculatif, c'est qu'on arrive à consolider sur ces niveaux-là, qu'on arrive à regagner les 3000 assez rapidement, ok? Et là, à ce moment-là, on a vraiment un creux ascendant et on aurait une dynamique qui serait extrêmement boule pour revenir chercher le haut du range, d'accord? Donc, on est à la croisée des chemins. Aucune idée de ce qui va se passer. Alors, quand on a tendance à revenir chercher le bas du RSI, on se dit qu'on est probablement plus très loin d'un mouvement de capitulation et on va parler de ça d'ailleurs tout de suite. Je vais te montrer qu'il y a eu des intérêts sur ces niveaux-là et que certaines personnes n'ont pas peur et ont tendance plutôt à acheter en fait de l'Ether. Donc grosse vidéo, mais tu vois, il y a tellement de choses à aborder que je ne pouvais pas faire ça en 2 minutes, tu vois. Donc là, volume profile, j'aime bien le volume profile à gamme fixe, me donne des informations qui m'intéressent énormément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, alors je vais t'expliquer précisément ce qui s'est passé sur ces niveaux-là. C'est vraiment très intéressant la psychologie de marché, moi ça m'intéresse énormément. Ici, lorsqu'on était dans le bull flag et qu'on était autour des 3400 $, on a pas mal de personnes, peut-être que vous en faites partie, qui ont acheté en fait de l'Ethereum parce qu'elles pensaient qu'on allait revenir chercher les 4000 et le casser. Donc on avait un sentiment ici qui était plutôt positif, voire carrément bull. Et puis sur ces niveaux-là, en fait, sur le bas le bas de la pattern, on a commencé à avoir en fait, si je puis dire, de la peur, du doute, des incertitudes. Et on le voit sur le volume profile avec comme ça ce volume qui était croissant au niveau du point of control autour des 3300, donc là où il y a eu le plus de volume échangé. Et on a eu plus de ventes en fait au marché. Et donc là, on sait qu'on a déjà des personnes qui ont vendu leurs Ethers dans un sentiment de doute, d'incertitude et de peur. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe ici autour du dip en fait qu'on a eu ici, autour des 2400. Là, c'était de l'achat au marché. C'est-à-dire que sur ces niveaux de prix, en fait, on a littéralement eu une période de capitulation, ok, et on est revenu chercher des niveaux de prix qui sont tellement intéressants d'un point de vue spéculatif qu'ils ont été achetés, ok, pas en masse, mais on a eu de l'achat au marché ici. Donc vous voyez comment avec le volume profile, on peut déjà voir qu'on a, hop, donc je vais vous montrer des flèches, un volume croissant d'achat sur ces niveaux-là, des ventes qui se font de l'autre côté. Et d'ailleurs, au passage, c'est peut-être des gens qui ont acheté là, qui ont revendu là, hein, c'est possible aussi. Et qu'on a comme ça un transfert de capitaux qui peut se faire justement de personnes qui doutent à des personnes qui ont justement composé leurs ordres, etc. Donc on a vraiment, sur cette baisse-là, on a eu vraiment 3 phases. C'est cette phase de confiance où certains se sont positionnés. Cette phase de doute, on est repassé en fait sous le point of control et on a eu des ventes. Et carrément une zone de capitulation dans laquelle on a eu de la vente, de l'achat au marché sur ces niveaux-là, avec un rebond automatique extrêmement rapide en fait pour revenir chercher. Donc si Ether continue dans cette dynamique et qu'on retrouve les 3000, si on retrouve les 3000, c'est extrêmement boulot. Retenez ça. Si on arrive à casser cette structure et à revenir récupérer les 3000, honnêtement, ce serait extrêmement boule sur Ether. Ça montrerait qu'il y a un intérêt et qu'on regagne des supports qu'on avait perdus. Et là, auquel cas, on pourrait vraiment envisager de retourner chercher le haut du range que je vous ai évoqué tout à l'heure. On va parler aussi maintenant de liquidation. Voilà, donc ça, c'est forcément, je suis obligé de vous le montrer. Extrêmement important de voir ce qui s'est passé. Ici, on savait qu'on était venu liquider tout le monde autour des 3000 $. Ça, je vous l'avais dit, on l'avait vu ensemble, c'est une target de repli, etc. Et puis, les dernières grosses zones se situaient vraiment ici. Elles se situaient vraiment, hop, alors je vais essayer d'aller au bout du bout, s'il veut bien, ça rame un peu, je suis désolé. Mais on a vraiment eu cette liquidation, c'est vraiment quand même impressionnant. On a eu des market makers qui se sont régalés et qui ont poussé les prix ce week-end. La mèche est venue chercher la totalité, parce que là, je suis en un an, hein, le max du max, hein. On est venu chercher absolument tout ce qui se trouvait jusqu'au 2000. C'est juste incroyable. Donc en termes de liquidation, d'ailleurs au passage, Ether a été l'actif sur lequel les liquidations étaient les plus grosses, les plus massives. Ok, il faut le savoir. Là où on est allé chercher le plus profondément, c'était sur Ethereum.
Donc il y a eu un nettoyage qui s'est fait, et donc sur ces niveaux de prix, vous avez des mecs qui ont acheté de l'Ether à 2000 dollars, et c'était franchement des entrées extrêmement premium. Sur ces niveaux-là, bah, imaginez-vous, on est à 2800, donc la plus-value des personnes qui ont posé des ordres sur ces niveaux-là est extrêmement rentable, d'accord? Donc vraiment, c'est très intéressant de venir on est venu chercher la cascade de liquidation, et ensuite on a ravalé la totalité. Ça, je le verrais plutôt, vous voyez, plutôt comme un bon signe. On n'a absolument plus aucune menace en fait en bas. Par contre, les menaces se font plutôt au-dessus des 4000 dollars. C'est ici qu'on a des intérêts. Donc, si on devait venir pousser, si on n'était pas si loin, si on regagnait les 3000, les intérêts se retrouveraient plutôt au nord maintenant désormais, et non plus au sud, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à venir chercher les poches qui se situent en bas, d'accord? En ce qui concerne le sentiment de marché sur Ether, c'est exactement la même chose. Alors, les liquidations, moi je pense qu'elles sont mauvaises ici. Il n'y a absolument rien du tout. C'est absolument impossible qu'on ait aucune data ici. Donc, je ne vais pas les prendre en compte. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le funding. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur Ether, là, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un funding négatif ici. Donc là, on est sur de la capitulation, on est sur de la peur. On a vu la même chose ici d'ailleurs, sur ces niveaux-là. Qu'est-ce qui se passe? Sur ces niveaux-là, on a vraiment retrouvé, pareil, une capitulation. Donc derrière, vous voyez, on a consolidé et on est revenu chercher des niveaux d'intérêt un petit peu plus élevés. Donc vraiment, pareil, très intéressant de voir ça. Un paquet de clôture sur Ether, vraiment, mais sur Ether, c'est même plus c'est même plus un nettoyage là. Franchement, c'était un génocide quoi. On a énormément de positions et en fait, c'est normal, hein, c'est tout cela, hein, tous les mecs qui sont là, hein. Donc on a eu des clôtures de positions sur le Pinterest qui sont colossales. Donc vraiment, en termes de- de- en termes de sélection naturelle, je pense que le ménage a été fait hein, sur ces niveaux-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire pire sur Ether en ce moment en termes de FUD, etc. Vraiment, cette mèche-là, le gros nettoyage, plus les news qu'on peut voir. Donc, de la peur, c'est pareil, c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est principe. Il faut bien savoir que en général, hein, c'est dans la peur, c'est dans ce genre de situation qu'on fait les meilleures affaires, hein. Je vous le redis, hein, mais quand tout le monde chie sur le truc, quand tout le monde vous dit que c'est de la merde, etc., alors que factuellement, c'est absolument pas le cas, c'est ici que vous avez un token qui est complètement sous-évalué et que vous faites les meilleures affaires, hein. C'est tout, hein. Donc certains ont très bien compris ça sur cette mèche-là, d'accord? Donc globalement, c'est une énorme AT. J'espère que j'ai rien oublié sur cette analyse technique. Et je maintiens, donc après cette vidéo que je vous ai fait, je maintiens toujours que Ethereum n'est pas obsolète, que la demande est croissante, qu'elle est sous-évaluée. Je pense qu'Ethereum est toujours un actif sous-évalué pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'y a pas de narrative autour d'Ethereum. Voilà, la tech est là, etc. Mais on n'a pas de nouveauté. Il n'y a pas un protocole, il n'y a pas un truc qui est sorti qui disait wow, putain, c'est génial, j'ai envie d'utiliser ça, comme les NFT, comme la DeFi, comme les meme coins et tout. C'est tout. Et ça peut changer du jour au lendemain. Vous savez, on le voit avec XRP, on le voit avec Dodge. Il suffit de pas grand chose. Voilà. Donc, ce que je vous dis absolument pas d'acheter de l'Ether, de le vendre et tout. Je suis pas là pour vous conseiller ça. Mais pour ceux qui ont de l'Ether, je vous dis simplement qu'ici, on n'est absolument pas sur un actif qui est surévalué. On est sur un actif qui est sous-évalué et que globalement, le FUD qu'on a derrière Ether n'est absolument pas justifié d'un point de vue technique. D'accord? On a des mises à jour en mars qui vont arriver sur Ethereum. On a Eric Trump qui nous tweet je sais pas quoi, on verra bien ce qu'il en retourne, peut-être qu'ils ont des nouvelles à sortir, mais le vent peut tourner assez rapidement. Donc maintenant, ce qu'il faut simplement retenir, tu as bien compris, la seule chose à retenir sur cette analyse technique, c'est qu'on est désormais dans un énorme range, c'est celui-là, que le prix, que le prix peut osciller entre ces deux bornes, et que c'est pas grave finalement, d'accord? Et que si on veut vraiment être bull, il faut maintenir ces creux ascendants, hors mèche, d'accord, je parle de corps de bougie, pour essayer de revenir gagner les 3000. Si vous avez un Ether qui regagne les 3000, c'est gagné. Je préfère vous le dire, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Si on regagne les 3000, pour moi, ils enverraient un signal qui est très très clair au marché. Ok. Grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps, il a fallu préparer tout ça. Abonnez-vous si vous aimez le contenu. N'hésitez pas à mettre un commentaire justement pour me dire si la partie fonda vous a intéressé ou pas. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.